Cerno, épisode 46. Dans ce fameux registre, je vois des paragraphes barrés en rouge, tampon justice, et je regarde de plus près de quoi il s'agissait. Et qu'est-ce que je vois comme nom ? Je vois le nom de Thierry Paulin. Thierry qui tuait les vieilles dames. C'était un tueur. Entre le docteur Petiot et Landru. C'était un menteur. J'espère qu'on va pas se faire choper. Un monstre. C'était à Paris dans les années 80, on l'appelait le tueur de vieilles dames. Je fais un podcast. Ah merde. Non, il n'y a aucune raison de parler de ça sans arrêt. Vous avez un grand plat à gratin. Les journalistes, ils sont pas avares de conneries, on le sait quand même. Il est beau, mon Julius, il est beau, puis il est gentil. Cet homosexuel branché des nuits parisiennes. Françoise! Elle me hante en fait depuis toujours. Je travaille sur un fait divers qui a eu lieu dans le quartier il y a 30 ans. Si vous ressentez le besoin de comprendre, Coquin. il faut continuer votre chemin. Ça fait du bien. 3, 2, 1. Parce que ce que tu ne sais pas, ce que je vais t'apprendre, c'est que ce fameux Thierry Paulin ne se contentait pas de voler les liquidités des petites vieilles dames. Évidemment, si elles avaient des bijoux, ça les intéressait aussi. Puisque Thierry Paulin, fin comme il était, fallait pas avoir beaucoup de jugeote quand même pour faire ça, allait avec sa pièce d'identité, déposer des bijoux en disant que c'était à sa grand-mère, je ne sais pas. Moi, je ne l'ai pas vu, ça c'était en 84. Mais j'ai vu effectivement, alors je ne pourrais pas te dire en détail le montant des prêts, etc. Mais ces bijoux appartenaient aux petites mamies du 18e, c'est quand même terrible. Et ça, c'est une chose dont ni la presse ni les médias n'ont parlé, cette histoire de prêt sur gage sur les fameux bijoux. C'est ça que je voulais te... Donc tu vois, c'est pas une info sensationnelle, mais ça pourrait t'ouvrir une piste sur qui étaient ces petites mamies, quels étaient le montant des dépôts, des bijoux que... Mais pour ton enquête et pour le souvenir de ces petites mamies, ces vieilles dames qui finalement, comme beaucoup de gens le disent, finalement ont été un peu oubliées. Hein, c'est une affaire qui remonte maintenant à 35 ans, bientôt. Enfin plus, même de 35 ans, 36. Ce serait une façon peut-être intéressante de creuser, de voir ce qu'il y avait derrière ces fameux prêts sur gage. Oui, et quelle était quelque part la valeur des crimes ? Aussi, bien sûr. Je vais aller acheter de l'eau. Je te laisse 5 minutes et je reviens. Je vais aller acheter une bouteille d'eau. J'ai laissé Loïc sur un banc. J'avoue que je suis un peu déçu par son histoire. Je pensais qu'il avait vraiment connu Thierry Paulin. Bon, en même temps, c'est une véritable information. Le crédit municipal, ça montre un peu comment Paulin exploitait ses meurtres. Et en même temps, je suis content d'avoir rencontré Loïc, qui a une vie de roman. Merci beaucoup, Julien, c'est merveilleux. Excuse-moi, j'étais un peu long. Oh, c'est super, extraordinaire. J'avais peur que tu sois parti. Non, mais non, je ne t'aurais pas laissé comme ça. Merci beaucoup. Je t'en prie. Il fait chaud, hein ? Oui. Qu'est-ce que ça t'a fait quand tu travaillais au Crédit Municipal, de tomber sur ces registres où était mentionné Thierry Paulin ? En 84, moi j'étais vraiment accaparé par cette histoire. C'était tout nouveau. Je regardais peu la télé, mais j'avais quand même suivi l'affaire et ça m'avait énormément choqué. Et j'ai eu, je dirais pas un coup au cœur, mais ça m'a suffoqué de voir son nom écrit noir sur blanc dans ce registre. Et je me suis dit, mais c'est le comble du sordide, quoi. Le comble du sordide et de la bêtise, surtout, quoi. Ce que ces garçons, surtout Paulin, je pense, aimaient, c'était l'argent facile, c'était l'argent gagné rapidement, et puis dépensé rapidement. C'était ça leur vie, je crois, un peu à eux deux. Surtout à Paulin, je pense. Je me dis, quand je t'écoute, toi aussi, t'étais quelque part un peu un déraciné. T'avais eu beaucoup de problèmes dans ta vie. T'étais homosexuel et tu vivais dans des conditions assez précaires, dans des chambres d'hôtel, un peu comme lui. Oui. Donc je me suis dit, ce type
aurait pu occuper la chambre voisine de la mienne dans ces petits hôtels, tu vois. Toi, quand t'es arrivé à Paris, Loïc, tu avais 20... J'avais 25 ans. Moi, le milieu gay parisien m'a tout de suite débecté. Très vite, pour la simple et bonne raison que le milieu gay était beaucoup plus radical qu'en province. Donc, en province, il n'y avait pas ce côté le sexe pour le sexe tout de suite. Il y avait ça existait. Mais il y avait aussi des liens, et les liens se créaient. À Paris, c'était je te prends, je te jette. C'était l'amour Kleenex, un peu comme ça. Donc c'était pas facile à vivre. Moi, je trouvais ça détestable. Et une autre chose que je trouvais absolument détestable, c'est qu'il y avait 1 ou 2 bars gays homo qui étaient mixtes, où tu peux avoir à la fois des gars et des filles. La plupart des endroits gays étaient quasiment interdits aux filles. Je trouve, mais c'est quoi cette histoire de ségrégation? C'est pas un monde. Bon, tu me diras, dans une backroom, une fille n'a pas grand-chose à faire. Mais les bars, les après-midi, il y avait plein de bars, ou même le soir, tu pouvais aller dans un bar, pas forcément pour baiser, simplement pour boire un verre, pour discuter, pour l'ambiance du bar, pour la musique, pour autre chose. Il y a 1001 raisons pour lesquelles tu as envie de fréquenter avec des copains gays, justement, ces endroits. Alors, il y avait le 7. Moi, j'ai connu le 7. Le Palace est ouvert, je crois que c'était en 80, 79 ou 80, quelque chose comme ça. Tu l'as fréquenté, le Palace ? Oui. Pas énormément, pas à outrance. Mais moi, le bar homo que je préférais, que j'adorais, parce que moi, je suis un oiseau de nuit un petit peu, c'était le BH, qui se trouvait rue du Roule. Le bar était très sympa. Parce qu'il y avait une grande mixité aussi de population qui allait de l'ouvrier. Alors c'était rigolo parce que quelquefois tu voyais des types qui, avant de commencer leur journée, se venaient juste prendre un peu de plaisir, purement sexuel, avant d'aller bosser. Donc ils arrivaient en tenue de qui de peintre, qui de maçon, qui de... Tu vois, c'était... Et moi, je privilégiais un petit peu la toute fin de nuit pour tomber sur ces gars, entre guillemets, en uniforme, mais en uniforme de travail, tu vois, pas... C'était rigolo. C'était des folles années. Vraiment, la fin des années 70 et le début des années 80, toute la période disco, c'est vraiment pendant la période disco qu'on a vécu, je crois, les choses les plus débridées, les plus libres et les plus exaltantes. Et ça allait avec cette musique, ça allait avec le disco, qui était une musique futile, légère, mais en même temps profonde. Je me suis rendu compte, et j'en parlais souvent à Muriel d'ailleurs, j'ai remarqué que de nombreux tubes disco, comme par exemple... Could It Be Magic de Donna Summer est un morceau écrit en mineur. Et beaucoup de choses disco sont écrites sur le mode mineur. Il y a un côté un peu... Il y a un drame qui sourd. Voilà. Il y a un côté, c'est beau mais c'est désespéré. Ça préfigurait peut-être l'arrivée du sida et la fin de cette époque dorée. Peut-être que c'était en gestation dans le disco. Comme un présage. Tu sais, pour nous les homosexuels, on traîne une flopée de cadavres derrière nous, quoi. Enfin, qui nous accompagnent, hein, mais qui... On a perdu beaucoup, j'ai perdu énormément d'amis qui sont morts du sida. Énormément. Les années 90, quand je suis revenu à Rennes, de 90 à 2000, c'était... Mais il y avait quelquefois 2-3 enterrements dans le mois. Je voudrais revenir au Palace. Oui. Le Palace, tu l'as fréquenté quand tu es arrivé, c'est-à-dire en quelle année ? J'ai quasiment connu le Palace
J'ai dû y aller l'année de son ouverture. Je n'étais pas là pour l'ouverture. Hein. Je crois que c'était Amanda Lear alors Amanda Lear prétend qu'elle avait fait l'ouverture. Elle y était certainement à l'ouverture. Mais la star qui avait fait l'ouverture du Palace, c'était Grace Jones. Alors il paraît au Palace qu'il y avait les Rita Mitsuko, Etienne Dao, tout ça. Oui, voilà, c'est ça. Tu pouvais croiser. Mais même Gilles Deleuze, des philosophes. Oui. Et Thierry Paulin, qui fréquentait assidûment le Palace. Oui, tout à fait. Peut-être que tu l'as croisé là-bas. Ah, mais moi, à mon avis, qui dit que je ne l'ai pas eu comme amant dans une backroom? Tout est possible. Dans l'absolu, tout est possible. Mais j'ai pas le souvenir de son visage. Donc, mais tu sais, Paris, c'était vraiment, comme je te dis, c'est ce que j'appelle l'amour Kleenex, c'est-à-dire je prends, je jette. C'était un peu le mode de fonctionnement des comportements sexuels à l'époque. Et c'est vrai que tout était fait pour ça. Tu as peut-être fréquenté sans le savoir Thierry Paulin. Absolument, parce que s'il fréquentait le Palace, il devait fréquenter le Broad, qui était aussi un bar des Halles, qui était très connu, Paulin et Jean-Thierry Mathurin adoraient tout ce qui était lieu people à la mode, un peu VIP, un peu jet, peut-être même les croisés au privilège. Cet homosexuel branché des nuits parisiennes, tuait-il par besoin d'argent ou par sadisme? Pourquoi t'es revenu à Rennes? Je vais t'expliquer. Au Crédit Municipal, la personne que je remplaçais était le fils de la secrétaire du grand patron, qui était parti faire son service militaire. Un type, une grande gueule, comme si c'était pas permis. Je remplaçais un type qui partait au service militaire, ça durait 1 an. Et au bout d'1 an, moi, je ne savais pas ce que j'allais devenir. Et c'est passé, ce qui devait se passer, c'est qu'une semaine avant, hop, lettre recommandée, je récupère mon poste. Donc t'as dû rentrer à Rennes. Alors attends, donc je perds mon emploi à ce moment-là. Et donc, première chose que je fais en quittant, je me bourre un peu la gueule, quoi. Je bois demi sur demi. Je rentre chez moi, et puis à l'époque, Boulevard Richard Lenoir, c'était un spot, on appelait ça un peu comme ça, de drague gay. Et il n'était pas rare que, sur les coups de minuit, 1h du matin, le week-end ou autre, je rencontre quelqu'un, que je le ramène à l'hôtel, alors que dans les hôtels meublés, tu n'as pas le droit de recevoir de gens extérieurs à l'hôtel. Après 22h, dans la journée tu as le droit, mais pas après 22h. Et mon hôtel était tenu par un type horrible, détestable, encore un homophobe. Sa femme, quand elle me croisait, elle faisait ce geste arrière Satan dans l'escalier, tu vois, enfin des fous. Et donc ce soir-là, je ramène un type que j'avais rencontré sur le boulevard. Et tu me croiras si tu veux, il a défoncé ma porte, le patron de l'hôtel. Et il a flanqué les vêtements du mec dehors. Et moi, je me suis retrouvé comme un con. Il me dit, vous dégagez maintenant. Je n'allais pas dormir dans une chambre où il n'y avait plus de porte. Donc j'avais un copain qui habitait au tout début de la rue du Faubourg Saint-Antoine, place de la Bastille, et qui me dit, écoute, je peux t'héberger le temps que tu trouves autre chose, que tu puisses te retourner, parce que là, c'est invivable ce que tu es en train de vivre. Et après ce fameux... moi j'avais le moral dans les chaussettes, vraiment. Puis Roland me manquait, malgré tout, même si... Avec Roland, il y a eu aussi le sida qui s'est greffé dans notre histoire en 86, justement, l'année du décès de mon père. En même temps que j'apprenais que mon papa était décédé, j'apprenais quasiment une semaine après que Roland était séropositif. Et on s'était jamais protégé quand on faisait l'amour. Donc moi je me suis dit, c'est même pas la peine que tu fasses le test, c'était positif. Donc de 86 à 89, les années où j'ai vécu à Paris, j'ai vécu comme si j'étais séropo. Donc
le préservatif obligatoire, etc. Enfin, j'avais une peur bleue d'être malade ou de devenir malade, quoi. Et donc 3 ans après que Roland m'annonce qu'il était séropos, la semaine qui a précédé Noël, je décroche mon téléphone, puis je lui dis « Écoute Roland, j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer, je suis séronégatif. » Il me dit « Je crois que ce sera le plus beau cadeau de Noël que j'aurais jamais eu toute ma vie. » Cette nouvelle, et c'est très gentil de m'avoir appelé pour me prévenir, sauf que ensuite, il pouvait plus me toucher quasiment, Roland, quoi. Donc notre histoire s'est étiolée comme ça à cause de la maladie, et je me suis retrouvé bien seul, et Roland n'a pas été chic parce que personne ne devait être au courant qu'il était homo. Ça, c'était très dur à vivre. Pour moi, c'était très dur. Moi, qui suis assez militant, hein, de toute façon, adolescent, j'étais très efféminé, donc je pouvais pas cacher qui j'étais. J'ai jamais voulu cacher qui j'étais. C'est pas dans mes valeurs, quoi. Mais bon, ce sont des histoires anciennes désormais maintenant, quoi. Qu'est-ce que tu es devenu, Loïc ? Écoute, ces 10 dernières années, là, je me suis un petit peu coupé du monde, coupé du reste du monde. Le fait de vivre à Villejean, qui n'est pas le centre-ville, moi, je conduis pas, j'ai pas de voiture, puis depuis 4 ans, là, ce problème de locomotion qui m'empêche de marcher m'handicape et puis m'isole en même temps, quoi. Donc tu t'es isolé. Je me suis isolé et là je sens que je suis en train de devenir un peu vieux con, un peu ronchon, un peu très critique, rien ne me déplaît. Et je me dis, mais tu es en train de prendre un pli tu vas finir mais tout seul comme un vieux con. Donc là, j'en ai parlé avec ma psychologue parce que j'ai besoin d'un suivi psychologique aussi. Je vais 3 matinées par semaine dans une clinique psychiatrique pour un accueil de jour, pour aussi briser ma solitude et continuer à avoir un lien, tu vois. L'endroit n'est pas très loin d'ici. Mais j'ai pas envie de vieillir comme un vieux con. J'ai pas envie de finir comme ça, parce que je sais pas combien de temps il me reste à vivre. Si c'est 5 ans, ce sera 5 ans. Si c'est 10, si c'est 20, si je vais jusqu'à 80 ans, ce sera un miracle. Mais ça me laisse encore quelques années à vivre, et j'ai pas envie de les vivre comme quelqu'un de complètement solitaire et qui a coupé les ponts avec ses semblables, quoi. J'ai pas envie de finir comme ça. Ça me ferait trop souffrir. C'est trop douloureux. Donc là, je suis dans un projet de déménagement et d'un nouveau départ, tu vois, pour tourner la page. J'en ai marre d'être comme je suis actuellement. J'en ai marre de ce Loïc Lemoel là. J'ai envie d'un nouveau Loïc Lemoel. Un peu celui qui était là il y a quelques années. Quand tu es rentré à Rennes, tu n'as plus jamais travaillé ? Si, j'ai travaillé. Alors, j'ai fait des petits boulots, hein, c'était des CES, des contrats emploi solidarité. J'ai travaillé 1 an comme documentaliste projectionniste au musée des Beaux-Arts de Rennes. Et ensuite, j'ai refait des enquêtes. Mais j'ai aucune... Si tu veux, n'ayant pas de diplôme, ayant fait des études littéraires, j'ai aucune formation précise, donc je peux faire que des petits boulots, hein, je peux pas prétendre à plus. À cause de ma dépression, j'ai des aides, je perçois l'allocation aux adultes handicapés. J'ai la chance actuellement d'en bénéficier, je me sens très privilégié, et parce que j'ai vraiment tiré le diable par la queue. J'ai longtemps vécu avec 500 € par mois, et j'aime autant te dire que à partir du 10 du mois, il faut te contenter de pâtes et d'une boîte d'œufs. Pour la semaine, t'as intérêt de... Je sais ce que c'est que de manquer de variété dans mes menus. Ça, c'est quelque chose que je connais. Mais non, les choses se sont arrangées de ce côté-là, heureusement. Je roule pas sur l'or non plus, hein, faut pas exagérer.
Qui tu es au fond? Je crois que je suis un adolescent perdu dans le corps d'un homme qui aura bientôt 60 ans. Par plein de côtés, j'ai encore 14 ans. Je suis encore au bord de ce puits de souffrance qui a été le décès de maman si brutal. Je suis au bord de ce puits, je sais qu'il est toujours là. Même si j'ai vieilli, j'ai vécu et je pense que je mourrai en adolescent qui a été abîmé, qui a été abandonné. C'est une note un peu sombre, mais c'est très présent chez moi. C'est une composante qui est importante, presque autant que mon orientation sexuelle. C'est qu'on reconnaisse en moi l'homosexuel et qu'on reconnaisse en moi l'enfant meurtri, l'enfant abandonné, l'enfant livré à lui-même. C'est des choses importantes. Qu'est-ce qu'elle t'a appris, ta vie? C'est surprenant la façon dont tu me poses la question, parce que c'est comme si elle était finie. Non, ma vie jusqu'à maintenant, tu veux. Oui. Voilà. Ce que la vie m'a appris jusqu'à maintenant, ma vie m'a apporté beaucoup de grandes joies, de grands bonheurs. Ce que la vie m'a appris jusqu'à maintenant, c'est qu'il faut continuer, c'est qu'il faut, quoi qu'il arrive, rien n'est jamais perdu. La nuit n'est jamais complète, comme disait René Char. Il y a toujours une fenêtre ouverte, une main tendue, la vie à se partager. La vie est belle à mesure qu'elle est féroce. Alors je ne peux plus te dire l'auteur, je crois que c'est Cocteau, mais je ne suis pas sûr. Je suis pas sûr de moi. Mais je ne suis pas sûr de moi dans l'ensemble. Même si, comme ça, au premier abord, on peut croire que j'ai beaucoup d'aisance avec la langue. J'aime la langue française, j'aime le français. J'ai toujours aimé parler, aimer parler avec les gens, échanger, et puis rire surtout. J'aime rire, j'aime l'humour. Je crois que c'est vraiment la politesse des désespérés, l'humour. Et j'en ai à revendre. Je suis ravi de t'avoir rencontré. Je te remercie, Julien. Moi aussi, je suis content de te connaître. Je rentre à Paris. Veuillez suivre la flèche de direction. La vie est belle à mesure qu'elle est féroce. Trois, 2, 1. Je suis chez moi, je suis rentré de Rennes hier, et il y a une auditrice dont le pseudonyme est Lisa Doll, avec qui je chatte assez régulièrement, parce que c'est une personne qui est abonnée au Patreon, donc qui contribue au podcast tous les mois, comme pas mal d'autres auditeurs, que je remercie d'ailleurs, parce que c'est vraiment grâce à eux que je peux travailler. Et donc je chatte régulièrement avec elle, et elle aime beaucoup aller chercher des infos, aller creuser, donc elle m'avait trouvé quelques certificats de décès des victimes, des choses comme ça. Et là, attendez, faut que je retrouve son message. Elle me dit « Coucou Julien, généralement après chacune de mes écoutes de tes podcasts, je fais toujours quelques recherches car je ne peux pas quitter tout de suite ton podcast. Je suis tombé sur ce long article romancé que j'ai trouvé passionnant. » Alors, cet article, c'est un article publié dans Der Spiegel, le journal allemand, en 1991, parce qu'à l'époque, il y a une journaliste allemande qui avait fait un long travail très documenté sur Thierry Paulin, Jean-Thierry Mathurin et leurs victimes. Et bon, je me retrouve avec un article en allemand. Donc, j'ai lancé un appel aux auditeurs du Patreon pour savoir qui parlait bien allemand. Et il y a une auditrice qui m'a répondu, qui s'appelle Anne,
et j'ai rendez-vous avec elle chez elle. J'ai vaguement compris qu'on parlait de mon immeuble dans l'article. Et ça pique vraiment ma curiosité, parce que depuis que j'ai rencontré Claudine, la dame qui avait travaillé au Paradis Latin, j'ai des doutes sur le fait que Mathurin ait vécu dans mon immeuble. J'ai jamais pu vérifier, et peut-être que l'article va m'aider. Donc voilà, je vais prendre mon vélo, et je vais chez Anne. À suivre. Chers auditeurs, si comme moi vous souhaitez que cette anti-enquête dure longtemps, vous pouvez désormais me soutenir, participer, écouter l'épisode suivant en avant-première et faire partie d'une communauté d'auditeurs. Pour cela, rendez-vous sur patreon.com/Cerno. Tout vous sera expliqué sur le site. Je répète, patreon.com/Cerno. Cerno n'existerait pas sans Théo Boulanger, c'est lui qui compose toutes les musiques. Et France Gall. Merci beaucoup et rendez-vous dimanche prochain. D'ici là, ne laissez pas traîner vos grands-mères.